Bonjour à tous, l'humanitaire pour la vie personnelle, le business pour la vie professionnelle. Nous recevons aujourd'hui encore un entrepreneur qui est aux États-Unis, Bertrand Moulet. Bonjour. Bonjour Eric et merci pour l'invitation. Et merci à vous surtout d'être avec nous parce que c'est vrai que c'est marrant ces deux facettes de votre personnage qui d'un côté déterminent votre vie personnelle et de l'autre déterminent votre vie professionnelle. Auparavant, comme on le fait d'habitude dans cette émission, vous savez, ce petit gimmick qu'on a de parler de la ville dans laquelle vit notre invité. Elle est en photo derrière moi. Cette photo, c'est Manhattan, bien sûr. Dites-moi, Bertrand, de quelle manière et quelle importance a la ville de New York dans votre vie professionnelle? Oui, alors j'habite New York depuis 2016 et quand en introduction, Eric, vous disiez que l'humanitaire et l'entrepreneur étaient deux facettes, je dirais que c'est grâce à New York, ça n'a pas toujours été des pans de ma vie, mais maintenant j'ai acquis la certitude que ces deux côtés seront toujours présents dans le futur et dans mes expériences futures dans la vie. Effectivement, je n'étais pas entrepreneur avant d'arriver à New York. J'avais au contraire un profil, j'étais cadre, salarié avec un certain confort et une certaine sécurité liée à mon emploi. Et c'est en déménageant qu'au contraire, je me suis mis hors de ma zone de confort et commencé une aventure qui était complètement nouvelle pour moi. C'était aussi associé avec une aventure familiale puisqu'en fait, c'est la famille, c'était une aventure où on est partis tous en famille, de Paris pour aller sur New York et moi j'ai suivi ma femme qui avait une mobilité pour son travail. J'ai un fils, qui, avait 10 ans à l'époque. On s'est dit aussi que c'était une belle opportunité pour lui de découvrir une nouvelle culture et de maîtriser l'anglais et donc moi j'ai suivi en me disant: «Voilà, c'est aussi, quelque chose qui me fera découvrir de nouvelles, expériences» et c'est, de par cette, nouveauté que j'ai décidé d'entreprendre et de me mettre entrepreneur. Je n'avais pas trop cette culture auparavant et je dirais que entrepreneur pour moi, c'est quelque chose qui, on n'acquiert pas à la naissance, c'est quelque chose qu'on a avec, le temps et avec, les différentes expériences et aujourd'hui, même si, je ne sais pas dans 10 ans, 20 ans, si, Maison Résonance sera toujours, au cœur de mon projet professionnel, je sais que, par contre, le métier d'entrepreneur, sera toujours là. Est-ce que la ville de New York en elle-même, elle donne une certaine énergie pour celui qui justement veut devenir entrepreneur? Alors c'est vrai que c'est une ville, qui, dégage beaucoup d'énergie. Moi, je dirais que New York, c'est une ville qui accélère les expériences. Tout va très vite dans cette ville et les échanges sont nombreux. C'est une ville, forcément tournée sur, l'international. Il y a beaucoup de gens qui viennent un petit peu de partout du monde dans cette ville et et le fait d'être, en connexion avec, toutes ces différentes expériences, ça donne beaucoup d'intensité et pour moi, c'est un accélérateur. Bertrand, un petit mot sur ce préambule qu'on faisait tout à l'heure dans lequel on mettait côte à côte un petit peu l'aspect caritatif et puis l'aspect businessman. Vous revendiquez fièrement ces deux amours, le mot est un peu fort, en tout cas ces deux passions qui vous animent. D'une part, c'est le premier volet de la question, et le deuxième volet, c'est est-ce que c'est difficile d'arriver à concilier les deux? Ça fait pas forcément comme ça quand on regarde de l'extérieur, ce sont des choses assez différentes, l'humanitaire et le business. Est-ce que vous y arrivez bien? Alors en tout cas, je pense qu'il y a une motivation qui est commune à ces 2 points, c'est, le contact vers les autres. C'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup, de d'intérêt sur, ce que les personnes avec différentes, expériences peuvent partager. Surtout quand on commence, hein, on doit découvrir beaucoup de choses et le partage est très important et après, le monde associatif, l'humanitaire, c'est également tourné vers les autres et donc ça, c'est un point commun. Concilier les 2, oui, après, ça c'est on va dire à hauteur de l'investissement qu'on met. Heu, Moi, c'était aussi, l'humanitaire par rapport à une expérience que j'ai fait au niveau d'une association France Alzheimer, parce que c'est quelque chose qui touche ma famille et donc je souhaitais,
ne pas être, ça m'a permis, cette expérience avec, France Alzheimer, de d'être moteur et de ne pas être passif par rapport à quelque chose qui apporte un peu de fatalité au cœur des familles. Quand, quelqu'un de proche est touché par cette maladie, on se sent impuissant et le fait de s'investir, dans une association et d'essayer de lever des fonds, ce sont des choses où on se dit: «Voilà, il n'y a pas de forcément une fatalité», même si, la personne qui nous est chère, sa santé ou son quotidien ne va pas changer. C'est aussi un moyen de trouver de l'espoir dans, déjà, aider, les personnes qui sont les aidants et la recherche pour que les situations, s'améliorent et voilà, je trouve que c'est aussi un bon moyen quand on est acteur, quand on se met en mouvement, de ne pas se sentir, dépourvu face à des situations où pourtant, voilà, la santé, c'est pas quelque chose sur lequel on est maître, de tout. Bertrand, on va clore ce dossier humanitaire. Donc, vous nous avez dit que ça tournait autour de la maladie d'Alzheimer. Vous nous avez suggéré le fait que c'était une expérience personnelle qui vous avait amené à vous occuper de ça. Un dernier mot, et puis après on va passer à l'aspect business, à l'aspect entrepreneur. Un dernier mot, quelle est justement cette opération que vous avez organisée récemment autour de la maladie d'Alzheimer? Alors là aussi, c'était une aventure familiale, parce que comme c'est une maladie qui touche la famille, c'était quelque chose qui impliquait, ma femme, mon fils. On a fait un défi, à vélo, pour, à travers, nos amis, mais aussi en dehors du cercle familial, essayer de promouvoir, un challenge et lever des fonds. Moi je me suis rapproché de l'association, France Alzheimer qui m'a permis de créer une cagnotte et au-delà de cette expérience, c'est, comme pour, mon parcours d'entrepreneur, c'est quelque chose qui, maintenant je garde en tête et je vais perdurer. Heu, L'opération, on l'a déjà effectuée, mais j'ai déjà d'autres idées en tête pour continuer d'autres challenges, lever d'autres fonds et ça, c'est aussi quelque chose qui a mon adhésion et celle de ma famille pour continuer à faire d'autres expériences. Heu, alors, j'ai déjà eu des rencontres dans le passé, je pense à un ancien supérieur hiérarchique qui aussi s'investissait, dans ce domaine-là et je trouvais que ça lui donnait un regard sur le monde et un côté humain qui était beaucoup plus, élevé que d'autres personnes parce qu'il était au contact, d'autres univers et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'ouvrir sur des univers qui sont pas forcément accessibles, dans notre quotidien, du travail et s'ouvrir sur des mondes qui sont pas forcément accessibles, ça donne d'autres perspectives. Bertrand, on va parler de l'entrepreneur que vous êtes, puisque finalement c'est à ce titre-là qu'on est aujourd'hui l'un en face de l'autre, puisque cette émission s'appelle French Boss. Et nous donnons la parole donc à des Français qui ont créé leur entreprise à l'étranger. En 2019, donc ça va faire 3 ans dans quelques mois, vous avez créé Maison Résonance. Alors déjà, j'ai plusieurs questions, parce qu'il y a des mots déjà qui m'interpellent, mais qu'est-ce que c'est déjà Maison Résonance? Quelle est aujourd'hui l'activité d'entrepreneur de Bertrand Boulet? Alors c'est un parcours complètement différent de ce que j'ai pu faire, dans le passé. Ce qui est pas d'ailleurs forcément, quelque chose qui est plutôt que c'est pas très classique parce que souvent on commence une entreprise, en utilisant les expériences qu'on a dans son passé et c'est une bonne chose. Mais là, le fait d'être, à l'étranger et à New York, il y avait, le monde de la touche française, dans tout ce qui est, vêtements et accessoires, qui était, une évidence et donc moi je voulais créer une entreprise, qui ait un contact avec un produit physique. J'avais besoin d'avoir un contact avec un produit et heu et donc il y avait quelque aussi quelque chose qui m'intéressait, c'était de mélanger, le côté, attitude américaine assez détendue, assez, comment dire? Sur le vestimentaire sans trop avoir de code, mais en même temps Décontracté. avoir une touche de d'élégance, que les Américains associent à l'Europe et avec la France en particulier. Et donc je voulais mélanger les 2 et après, le foulard et la soie,
puisque Maison Résonance, c'est une société qui vend des foulards en soie. Voilà, c'était un produit que je trouvais très intéressant parce que il y a ce côté élégant et on peut le mélanger, surtout aujourd'hui, avec une nouvelle façon de porter le foulard sur beaucoup plus quelque chose d'accessoire en le mettant sur des sacs à main autour du poignet, pourquoi pas même en tant que bracelet de montre. Donc des nouveaux usages qui sont liés aussi à une attitude plus détendue ou moins classique du foulard qu'on peut avoir traditionnellement en Europe. Donc j'ai créé cette société effectivement en 2019 en partant de zéro, hein, puisque il n'y avait pas d'historique sur le sujet, donc j'ai dû effectivement déposer un nom de marque, déjà trouver un nom qui me plaisait. Le nom Résonance évoquait pour moi le fait de se mettre en mouvement et avec des petits mouvements, d'avoir des mouvements de plus en plus importants. Donc c'est comme ça que j'ai aimé le nom Résonance. Oui, Je peux justement vous poser une question là-dessus, Bertrand. Moi, je me suis interrogé sur le nom résonance. Est-ce que le mot résonance, alors pour vous, c'est une évidence, vous y avez réfléchi, mais c'est vrai qu'il ne dépeint pas, si on voit ça de l'extérieur, hein, ce qui est mon cas, il ne dépeint pas ni votre activité, ni le produit que vous vendez. Du moins, on a du mal à faire spontanément le lien entre les deux. alors ça a été un processus difficile de trouver un nom pour ma société. Il fallait trouver quelque chose qui ne soit pas déjà existant et après effectivement, il n'y a pas un lien qui est forcément évident. C'est peut-être une relation qui est peut-être un peu plus intime, où j'associe effectivement, comme je vous disais, la résonance à une sorte de mise en mouvement qui se fait au début avec des petits pas, des petites progressions, mais qui, au bout du compte, après, la résonance donne des grandes oscillations, des grands mouvements. Donc voilà, c'est peut-être un lien un peu plus intime, effectivement. Alors, il y a plein de trucs à raconter sur votre société parce que déjà, on va parler de l'homme par rapport à l'entrepreneur. Durant votre carrière de salarié auparavant, Bertrand, alors vous me dites hein, si je me trompe, vous avez été à de fréquentes reprises acheteur. Vous avez fait le métier d'acheteur. Et là, tout d'un coup, vous devenez vendeur. Alors, comment on passe d'acheteur à vendeur? Est-ce qu'on est obligé de faire une totale remise en question, un total reset? Alors, il y a des exemples dans des parcours professionnels de gens qui passent d'acheteur à vendeur, parce qu'il y a quand même des similarités. Après, effectivement, bon, le côté achat, moi, m'a aidé pour justement négocier avec des fournisseurs et mettre au point un produit qui me plaisait. Donc, j'ai pu quand même m'appuyer sur mes expériences passées sur certains aspects de la création de cette entreprise. Après, peut-être il y a quand même un point commun, c'est une fois de plus, hein, c'est le contact. Quand on est acheteur, on est à l'interface entre le monde de son entreprise et le monde extérieur. Et ça amène à beaucoup de rencontres. Et quand on est entrepreneur, on est également de nouveau amené à avoir beaucoup de rencontres. Alors là, c'est pas uniquement limité à un cadre de fournisseurs, hein, c'est un cadre beaucoup plus large. Mais il y a quand même un côté qui est important, qui est celui de l'échange et du questionnement. Se questionner sur qu'est-ce qui pourrait apporter des améliorations, quelles sont les idées que les autres ont pour améliorer un produit, voilà, que ce soit aussi bien d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue plus large d'organisation. Et ça, ce sont des questionnements qui doivent être présents aussi bien quand on est acheteur, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est finalement, si je vous écoute, c'est une sorte de suite logique, finalement, de devenir vendeur après avoir été acheteur. Alors le côté acheteur est parfois un peu plus confortable parce que on est du bon côté de la barrière. Mais oui. On laisse les gens venir vers vous et c'est eux qui doivent avoir un rôle de séduction, de prouver qu'ils ont la meilleure offre. Alors que effectivement, quand on est vendeur, là, on est le seul. C'est nous qui devons séduire et déclencher des rencontres et des opportunités. Donc, c'est plus confortable quand on est acheteur. Bertrand, tout à l'heure, on a vu le logo de Maison Résonance. Je voudrais vous dire un petit mot maintenant sur quelque chose que j'ai relevé sur le site internet de Maison Résonance. J'ai relevé cette phrase qui venant de quelqu'un qui habite aux États-Unis, n'est pas très surprenante, mais qui, lue par quelqu'un qui vit en France, l'est beaucoup plus.
Je vais la lire, cette phrase. Transformez votre vibe en résonance. Ça veut dire quoi? Je peux traduire mot à mot, mais globalement, l'idée qui est derrière tout ça. Alors, oui, alors j'ai fait des études d'ingénieur et il y avait un sujet, alors on s'éloigne un petit peu, hein, mais des fois les liens sont un peu surprenants, mais la résonance, c'est quelque chose qui, m'a beaucoup intéressé et d'où le nom résonance et donc le nom vibration vient aussi un peu associé à cette raison de résonance. Donc, ce que je voulais montrer, c'était que un petit accessoire, en l'occurrence un foulard qui peut être vraiment considéré comme quelque chose de plutôt petit par rapport à une tenue vestimentaire complète, mais pouvait au contraire rehausser une tenue et la mettre en lumière. Donc voilà, c'est toujours cette notion une petite chose qui peut avoir de grandes conséquences. Et donc c'est ce que je voulais mettre en avant sur les foulards. C'est des foulards qui sont très colorés avec des couleurs vives. Je voulais pas quelque chose qui soit trop avec des couleurs plutôt fades. Je voulais au contraire que si on a une tenue qui est sobre, pouvoir la rehausser avec quelque chose de très lumineux. Très bien. Autre particularité de votre société, Bertrand, vous nous avez expliqué pourquoi vous aviez choisi de la créer aux États-Unis et plus spécifiquement à New York à cause de l'énergie, à cause du fait que c'était New York tout simplement. Mais aujourd'hui, vous faites fabriquer vos produits en France. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Non, non, tout à fait. Au contraire, Et ça, c'est étonnant, ça, quand même. alors non, parce que il y a quand même dans le monde du foulard une locomotive française connue dans le monde entier, c'est Hermès, et qui communique beaucoup d'ailleurs sur la fabrication faite à Lyon. Donc c'est quelque chose forcément, bon, je vais pas dire que c'est connu du grand public, mais ceux qui aiment le produit, aiment la soie et le foulard, connaissent cette référence et heu et donc voilà, moi étant aussi français, je suis pas lyonnais d'origine, mais étant français, je connaissais la tradition des soyeux lyonnais et ça m'a intéressé de mettre en avant ce savoir-faire, et donc pour moi, c'était une marque de fabrique qui était incontournable de faire un produit à Lyon pour mettre en avant cette fabrication. Sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la soie, il y a 2 grands pays qui fabriquent la soie, c'est la Chine et le Brésil. Ce sont ces 2 pays-là qui sont les ont la production de soie la plus importante et donc aujourd'hui, il y a plus vraiment de fabrication de soie en France, mais pour autant, il y a quand même toujours, ce côté, impression à la lyonnaise et puis couture, le fait de mettre des ourlets sur les carrés, et donc ça, c'est toujours quelque chose qui est mis en avant par une tradition et un savoir-faire. En dehors du fait, effectivement, de vouloir bénéficier du savoir-faire et de l'image de la France dans ce domaine, il n'y avait pas de possibilité de faire fabriquer aux États-Unis pour plus de simplicité. C'est une question de quelqu'un qui n'y connaît rien, hein, Bertrand. Alors, oui, si, je pense que l'impression aux États-Unis était possible, mais c'était pas une question que je me suis posée. En fait, pour moi, je voulais, mettre une marque qui était, positionnée sur justement ce savoir-faire lyonnais, mettre en avant, et toujours mêler ce côté français et américain. C'est quelque chose, qui me plaisait. C'était, dans l'esprit avoir une tenue qui soit pensée pour, des femmes, plutôt, jeunes et qui n'aient pas l'habitude de porter des foulards. La clientèle américaine est moins habituée au foulard que la clientèle, européenne. Donc avoir quelque chose qui soit un petit peu plus excentrique, mais pour autant, je voulais quand même, avoir cette touche, française, et donc bon voilà, c'est cette touche française, elle est appréciée, hein, à New York. C'est pas forcément un argument, de massue de vente, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui peut séduire et qui pour moi était important. Mais on sent bien d'ailleurs à écouter chacun des mots que vous prononcez, Bertrand, que vous êtes
très fier et que vous avez toujours très envie d'être une espèce de porte-étendard du savoir-faire et du luxe français aux États-Unis. On a bien compris ça et c'est vrai que c'est un argument qui évidemment peut s'entendre. Néanmoins, sur le plan financier, pécuniaire, en termes de marge, est-ce que c'est pas plus compliqué de faire fabriquer en France? Encore une fois, peut-être que non, c'est vous qui allez me le dire, hein. Alors, en termes de prix, en fait, j'ai même pas consulté des fournisseurs qui étaient aux États-Unis parce que c'était le projet, il était intégré dès le départ sur une fabrication française. Je pense que l'alternative qui était en termes de prix peut-être la plus évidente, c'était une fabrication en Asie, puisque l'Asie, c'est sur la soie à la fois des fournisseurs, mais aussi des compétiteurs hein, sur le marché des foulards en soie. Donc ça, c'était une possibilité, mais non, c'était ma marque de fabrique, c'était d'avoir une fabrication faite en France. Pour le positionnement prix, alors oui, mais en fait, le prix, je voulais pas me mettre sur, les prix planchers, puisque de toute manière là, la concurrence, elle est mondiale et c'est vrai qu'on peut trouver des foulards, à très bas prix, sur les sites internet et je voulais pas aller me mettre sur ce positionnement-là. Donc pour autant, ça m'a pas empêché de développer un petit foulard pour avoir un prix d'accès et ne pas rester sur, une tranche de prix élitiste où, en plus, les marques de luxe françaises, sont très fortes et c'était pas pour moi, je voulais pas être en concurrence, c'était pas de manière, aussi très modeste, hein, c'était pas envisageable. Mais, donc voilà, avoir une fabrication, qui soit pas forcément la moins chère du marché, mais en ayant un produit, simple pour l'entrée de gamme, qui permette quand même de séduire une clientèle, jeune sans avoir, beaucoup d'arrière-pensée sur, voilà, déclencher un achat coup de cœur. Rester sur un prix, qui permette de déclencher un achat coup de cœur. Un petit mot avant de clore cette émission sur la partie financière et la manière dont Maison Résonance réussit son parcours aujourd'hui. Un petit mot sur la distribution. L'état de la distribution des produits de Maison Résonance aujourd'hui aux États-Unis. Quelle est-elle, cette distribution, Bertrand? Alors c'est le sujet qui pour moi aujourd'hui, je dois le travailler, le plus parce que j'ai créé ma société en 2019. C'est tout un parcours initiatique, hein, de créer une entreprise. Il y avait d'abord la phase de créer un nom commercial, créer le produit en lui-même, ça a été aussi je suis parti de zéro, hein. Il a fallu faire un dessin, définir, quel type de gamme je voulais mettre en place. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est ma priorité, c'est de trouver des canaux de distribution. Alors, au-delà du site internet, il y a effectivement des partenaires locaux, qui s'adressent à une clientèle, qui aime la France. J'ai signé, mes produits sont distribués, dans des boutiques qui, distribuent des produits français et récemment, j'ai fait une opération avec, Business France pour, justement trouver, des distributeurs. Un site, qui s'appelle le French Fashion Corner où, Business France présente des marques françaises qui veulent développer, le marché justement américain. Donc j'ai participé à cette opération, ça a commencé en septembre dernier. Donc voilà, pour 2022, ça va être, le sujet, pour Maison Résonance, c'est de trouver des nouveaux partenaires, et des distributeurs pour le marché américain. C'est ma priorité. Aujourd'hui, j'ai des canaux, mais qui sont pas encore, qui sont encore limités, que je voudrais développer davantage. Bertrand, vous nous avez dit, je suis parti de zéro il y a bientôt 3 ans quand j'ai créé Maison Résonance. Vous êtes parti de zéro, mais vous avez dû investir combien dans l'opération? Alors, le capital, j'ai créé à la fois une société aux États-Unis et en France, et donc Ouais, j'ai créé un capital social pour les sociétés. J'ai mis une mise de fonds qui était, de 15 000 €, donc un d'accord, investissement, sur fonds propres. d'accord. Donc voilà, c'est une petite société, hein, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. un début, mais c'est aussi, pour moi ma première expérience et donc il faut aussi, des fois, commencer, heu, voilà petit, et je me donne le temps. C'est pour moi important, je sais que c'est quelque chose qui ne va pas se faire, sur, quelques mois, quelques années. Il faut du temps pour développer, justement son réseau de distribution et donc voilà, c'est une mise en place, progressive. Donc vous êtes le seul actionnaire donc de votre société, c'est ce que je crois comprendre.
Oui. Financièrement, donc, plus de 2 ans, près de 3 ans après sa création, où en est Maison Résonance, Bertrand? Alors, aujourd'hui, j'ai fait une première collection, qui, sur lequel j'ai effectivement investi, les premiers modèles. Le bilan n'est pas encore à l'équilibre, hein, et donc c'est pas encore une activité qui, me permet de dire: «Je peux, en vivre, de ce seul revenu». Mais voilà, je persiste, je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour ça. Le marché américain est un très grand marché et ce que j'espère, c'est que pour 2022, je sois bénéficiaire, ce qui n'a pas été le cas pour les démarrages. Et par rapport au tableau de marche que vous étiez probablement fixé, vous en êtes où? Est-ce que vous pensiez 3 ans, près de 3 ans après la création, est-ce que vous pensiez en être là où vous en êtes aujourd'hui? Alors en toute honnêteté, non, je pensais à un démarrage plus rapide, mais alors si c'est pas une excuse, j'ai commencé, la mise en vente juste au moment où le Covid a Ouais, commencé à frapper à New York et New York a été très sévèrement touché bien sûr. et j'avais des premiers contacts, qui étaient, justement sur des opérations, vraiment de vente en direct, qui se sont annulées. Donc le démarrage, je pense a aussi été un peu plus compliqué à cause de ça. Heu, donc j'ai un peu de retard par rapport au business plan que je m'étais fait. En gros, j'ai 1 an de retard, quoi. Sans parler maintenant de finances, on va arriver à la fin de cette émission, Bertrand. Ce serait quoi pour vous la victoire? Est-ce que ce sera le jour où vous verrez les produits de Maison Résonance dans les très grandes surfaces de luxe américaines? Quel sera pour vous le symbole, le jour où vous direz, bah, ça y est, là, j'ai réussi quelque chose d'important pour moi? C'est une, question difficile. Je dirais que, le ce qui est intéressant, c'est, de voir que sa gamme, grandit. Aujourd'hui, j'ai fait une première collection, mais s un motif de fierté, ce sera de pouvoir augmenter cette gamme sur une deuxième collection, surétendre. J'ai déjà des idées, au-delà du foulard, mais toujours en gardant ce côté soie et savoir-faire, sur d'autres produits. Donc quand, la gamme, sera enrichie et plus large, oui, ce sera pour moi un motif de satisfaction. Bien sûr, si elle est distribuée dans des belles enseignes, ce sera aussi un motif, de fierté. Donc mais voilà, c'est aussi une question de voir que les produits sont appréciés, les retours des clients. Ça, c'est aussi un motif de satisfaction et bon, c'est un retour, c'est d'une manière progressive. Ça se fait, peut-être pas sur une action, déterminante, mais d'une manière progressive, on voit que les produits sont appréciés. Les retours de ce salon sur, le French Fashion Corner étaient bons. Heu, donc voilà, c'est une satisfaction qui se fait, un peu au fil de l'eau. Ouais, et puis il y a un autre élément essentiel et on va terminer là-dessus, Bertrand, c'est la satisfaction qu'on ressent au quotidien, ressent d'avoir créé son activité et de l'exercer au quotidien. Est-ce que vous êtes heureux dans la vie professionnelle que vous menez aujourd'hui, même si vous êtes un petit peu en retard, effectivement, sur vos prévisions? Est-ce que vous êtes heureux? Parce que ça, c'est un aspect essentiel de la réussite, d'être heureux, non? Ah oui, 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 hein, c'est sûr. Ben, je crois que justement, on en revient toujours sur, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est, alors le côté financier est important et ça, pour moi, Mmh. c'est des enjeux, qui sont pour 2022 et 2023, essentiels. Mais, le côté, découverte, d'un nouveau monde et avec de nouvelles personnes tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Pour faire cette société, j'ai dû, voir, l'apprentissage de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est communication sur le web, créer un site. Donc voilà, je ne connaissais pas, tout ce que j'ai pu apprendre sur ces 2 dernières années, je ne connaissais pas avant. Voilà, être à même d'échanger avec vous, c'est aussi, un enrichissement, je suis très content d'avoir pu partager mon N'exagérons rien, expérience. n'exagérons rien. Non, non, mais ça voilà, c'est toutes ces rencontres, font que c'est un enrichissement que je garde et qui pour moi, me donne du plaisir. Bertrand, moi je vais vous dire merci. Merci de porter aux États-Unis l'image de luxe et de qualité des produits français.
Merci de faire connaître aux États-Unis ces écharpes qu'ils connaissent mal, ou du moins qu'ils connaissent mal sous cette forme. Et puis merci tout simplement d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Bertrand. Merci Eric.